Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une ce soir. En marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Alassane Ouattara était l'invité hier du Forum des leaders mondiaux. La rencontre s'est tenue à l'Université de Columbia à New York. La première dame Dominique Ouattara a pour sa part participé à une réunion de haut niveau de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Au centre des discussions, le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique sur le continent. La commune de Yopougon a accueilli ce matin le lancement de l'opération Épervier 3. Elle vise à accompagner les rentrées scolaires et universitaires et à traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Merci de suivre cette édition. Le Forum des leaders mondiaux est une initiative de l'Université de Columbia à New York. Il s'est tenu en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Invité de cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, à Ouattouri. Au programme de ce Forum des leaders mondiaux, une conférence du président de la République, Alassane Ouattara, sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Le modérateur Mamadou Diouf, enseignant, chef de département de l'Institut africain de Columbia, a d'entrée retracé la brillante carrière professionnelle du président Alassane Ouattara de la BCEAO au Fonds monétaire international où il a occupé le poste de directeur adjoint. Avant de donner un bref aperçu de son parcours politique qui l'a conduit à la tête de la Côte d'Ivoire en 2010. Mamadou Diouf a par ailleurs indiqué que le président Ouattara est considéré comme le père de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente qui, sous son leadership, est devenue la troisième économie à la croissance la plus rapide. C'est cette riche expérience que le président de la République est venu partager avec les étudiants de l'Université Columbia de New York. Du programme présidentiel d'urgence PPU conçu au Golf Hotel pour les investissements d'urgence au plan national de développement, le chef de l'État a exposé sa vision et son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il entend mener à l'émergence. Ses priorités, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance économique. Les résultats, après la réalisation de grands projets de développement et l'amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance moyen de 9% sur les 5 dernières années. Et l'État s'attelle à redistribuer efficacement les fruits de cette croissance, notamment aux plus démunis. Au total, une belle rencontre marquée par des échanges entre le président Alassane Ouattara et les étudiants de Columbia. Columbia est une université privée de New York fondée en 1754. Elle fait partie du groupe des universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Columbia compte 31 317 étudiants pour 3 876 enseignants permanents. Ces étudiants viennent de tous les États-Unis, mais également du monde entier. Toujours à New York ce jeudi, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine. Au menu, le sommet Union africaine-Union européenne à Ouattouri. Le sommet Union africaine-Union européenne va se tenir les 28 et 29 novembre 2017 à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est venu faire le point sur les préparatifs de cette rencontre au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'est dit satisfait des dispositions déjà prises sur le plan de l'organisation. Je remercie son Excellence du soutien actif qu'il a donné non seulement à l'organisation de ce sommet, mais également à la réforme qui est en cours à l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est l'un des tout premiers pays à accepter et à acter le nouveau mode de financement de l'Union africaine. Le président Ouattara, vous le savez parfaitement, de par ses fonctions antérieures, connaît parfaitement la problématique des financements. Son soutien est utile à l'organisation
continentale et nous l'en remercions. Donc nous nous préparons pour tenir ce sommet à Abidjan et je suis certain que ce sera l'occasion pour l'Afrique et l'Europe de revisiter leur coopération. Il y a des enjeux importants pour notre continent, il y a des enjeux même internationaux concernant la paix, concernant le développement, concernant l'emploi. Et donc, ce sera l'occasion d'en débattre à Abidjan. Le président de la Commission de l'Union africaine a par ailleurs indiqué qu'il fondait beaucoup d'espoir sur cette rencontre entre l'Afrique et l'Europe. L'occasion de se retrouver et de se pencher sur les défis du moment. La première dame de Côte d'Ivoire a de son côté participé hier à une rencontre de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Cette réunion de haut niveau a porté sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique sur le continent. Dominique Ouattara a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la jeunesse en termes de prévention et de traitement du VIH-Sida. Nous restons avec Awatouri. Les premières dames d'Afrique fermement engagées dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment chez les jeunes, se sont retrouvées à New York pour mener la réflexion. Réflexion autour de deux panels, à savoir la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour tirer parti du dividende démographique en Afrique à travers des services de santé adaptés aux jeunes et la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en vue de mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, dans sa communication sur ce dernier thème, a donné sa vision en 5 propositions pour éradiquer le VIH-Sida chez les jeunes. Premièrement, en intensifiant l'offre de services de prévention, ciblant les jeunes et les adolescents à travers une communication accrue sur le changement de comportement orienté vers cette tranche d'âge. Le succès de cette démarche inclut l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication afin de toucher les jeunes là où ils se trouvent via Internet et les réseaux sociaux. Deuxièmement, en favorisant une protection sociale pour toutes les pathologies liées au VIH-Sida, avec un accent particulier sur l'accès aux soins et surtout aux médicaments, particulièrement en milieu rural. En troisième lieu, il nous faudrait promouvoir l'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, notamment en sensibilisant davantage les jeunes femmes en âge de procréer quant à l'importance du planning familial et à la prévention des grossesses précoces par la mise à disposition de moyens de contraception. Quatrièmement, la prise en charge des jeunes vivant avec le VIH-Sida par le développement de structures sanitaires intégrées dans nos pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé la délégation des tâches qui permet à tous les professionnels de santé de prescrire aux patients des antirétroviraux pour le traitement des maladies opportunistes telles que la tuberculose et l'hépatite. Enfin, nos efforts doivent également porter sur l'élimination des violences basées sur le genre, avec un accent particulier sur le traitement des fistules obstétricales qui représentent un réel problème de santé publique dans beaucoup de nos pays. Les femmes qui en sont victimes devraient être prises en charge pour leur réintégration sociale. Les premières dames d'Afrique, dans le communiqué final de cette réunion de haut niveau, ont réitéré la nécessité de tirer parti du dividende démographique en Afrique en raison de la forte proportion de jeunes et de continuer à mobiliser les investissements publics et privés. Cette rencontre a également enregistré la présence des premières dames de la Guyane, d'Haïti, du Honduras et de Panama. Dans le domaine de la recherche scientifique, la Côte d'Ivoire abrite pour la première fois du 20 au 22 septembre la 49e édition du Conseil des directeurs internationaux de l'Institut Pasteur. La rencontre permet de faire le point des avancées et d'identifier les défis liés à la prévention des maladies épidémiologiques. Astoutouri. 33 directeurs venus de 26 pays du monde se sont donné rendez-vous sur les bords de la lagune Ébriée.
Une rencontre qui se situe dans le cadre du 49e Conseil des directeurs du réseau international des Instituts Pasteur. Une première sur le continent africain. Nous allons faire le point sur certaines épidémies comme la fièvre jaune, comme un certain nombre de maladies émergentes. Et puis nous avons des sessions, je dirais, plus d'organisation à nouveau. Comment coordonner nos efforts entre les différents instituts Pasteur en Afrique, mais également avec ceux qui sont en Asie, en Europe, en Amérique du Sud. Créé en 1972, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pour mission, entre autres, de mener des activités de recherche, prévenir les épidémies et contrôler les maladies épidémiques émergentes et réémergentes. Au fil des années, l'Institut a réussi à se positionner au premier rang dans la sous-région. Les autorités politiques et administratives ont effectivement compris les enjeux d'avoir une technologie de pointe, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur, pour pouvoir anticiper les épidémies, pour pouvoir accompagner lorsqu'il y en a une épidémie. Et vous l'avez bien vu dans le cas de l'épidémie à Ebola. Nous avons eu des cas suspects. Tous ces cas suspects ont été négatifs. Ils ont été analysés par l'Institut Pasteur. Avec près de 20 centres nationaux de référence des maladies, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire appuie les programmes nationaux de santé du ministère de la Santé. L'État de Côte d'Ivoire, en dépit de la conjoncture économique difficile, a consenti un effort de plusieurs milliards de nos francs dans les infrastructures et dans les équipements de pointe pour l'Institut Pasteur. Vous avez la biobanque qui a une capacité de plus de 3 millions de prélèvements en azote liquide. Et cette biobanque est la deuxième en Afrique après celle de l'Afrique du Sud. Ces 3 jours de travaux permettront aux pays membres du réseau de faire des bons qualitatifs dans le domaine de la santé. Les réunions de la 96e session du Conseil international du cacao se poursuivent ici à Abidjan. Ce jeudi, les délégations des 44 pays membres de l'ICCO et la Commission de l'Union économique ont planché sur la remontée des cours du cacao. Jean-Jacques Kwame. Pour relever les cours du cacao en chute de 40% depuis le début de l'année 2017, les pays producteurs ont relevé 5 points au cours de ce panel de haut niveau, panel qui a réuni pays producteurs du cacao, Union européenne, les représentants des industries du cacao et du chocolat et la société civile. Il s'agit de la révision de l'accord international du cacao, la non-maîtrise du mécanisme de fixation des prix, le manque d'informations statistiques fiables autour de l'économie cacaoyère, renforcer la qualité de la production du cacao et enfin accroître la consommation des produits du cacao. Tout le monde reconnaît que seuls les Occidentaux et les Américains consomment le cacao. Or, nous en produisons en abondance. Il suffit que chacun de nous en Côte d'Ivoire et dans les pays producteurs en consomme ne serait-ce que 1 kilo l'année que nous aurions pu absorber. Il y a également les marchés émergents qui existent comme la Chine-laine qui ne sont pas exploités. Donc nous avons décidé de développer ensemble des politiques innovantes de consommation du cacao. Le représentant de l'Union économique a salué les recommandations des pays producteurs. Il a annoncé l'appui de son organisation dans cette crise de la baisse des cours du cacao. La problématique des cours du cacao préoccupe l'Organisation mondiale du cacao. Elle propose de coordonner les politiques agricoles des pays producteurs. La Côte d'Ivoire doit pouvoir parler au Ghana, au Nigeria, au Cameroun. Les 4 grands qui doivent pouvoir se dire nous représentons 75% de l'offre mondiale actuellement. Pour les 5 prochaines années, notre offre va se limiter à une augmentation de 2-3% parce qu'ils sont liés à la demande. Donc la nécessité de coordonner les politiques de production est ce que nous demandons le plus. Des propositions qui vont permettre de relever les cours du cacao pour le bonheur des pays producteurs et des milliers de petits planteurs. En sécurité, l'opération de sécurisation baptisée Épervier 3 est en marche. Elle a été lancée ce matin à la place Figayo à Yopougon. Cette opération regroupe la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Elle vise à accompagner les rentrées scolaires et universitaires, mais également à traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Herman Guivé. À la place Figayo de Yopougon ce jeudi matin, un rassemblement inhabituel des forces de sécurité et de défense. Des véhicules de type 4x4, estampillés des différents sigles, des forces de police nationale, de gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont stationnés. Un rassemblement pour marquer l'ouverture de l'opération Épervier 3.
suite logique de l'opération Épervier 2 qui avait consisté en la sécurisation des vacances scolaires. L'opération Épervier 3 vise pour objectif principal d'accompagner la rentrée des classes, l'année universitaire et scolaire, mais surtout traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Les précisions du directeur général de la police nationale. Saisir les drogues, les produits pharmaceutiques non enregistrés, les armes à feu ou armes blanches, boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter d'éventuels malfaiteurs et caches d'armes, rechercher les caches de munitions et d'armes, interpeller les vendeurs et consommateurs de drogue, effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés ces derniers temps comme moyen de commission d'infraction, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et faire d'intenses patrouilles, procéder au démantèlement des gares anarchiques et lutter contre l'incivisme de la population. Aujourd'hui, des artistes bien connus à la place des plaques numérologiques mettent leur nom, c'est inadmissible. Épervier 3 aura pour mission également de lutter contre les débauches sexuelles, prévenir les attaques de terroristes. Il faut inviter la population à avoir confiance à sa police, à donner le renseignement à la police pour que nous soyons encore efficaces et efficients. Épervier 3 vient consolider les actions de sécurisation précédemment entreprises. Nous embarquons à bord d'un véhicule tout-terrain pour une parade des forces de sécurité et de défense à travers le district de police de Yopougon. Gyrophares et cortège impressionnant de forces de défense et de sécurité ne manquent pas d'attirer les regards des populations. L'objectif de cette parade est atteint, attirer l'attention, mais surtout donner le top départ de la traque acharnée contre les questions ciblées, les questions de criminalité identifiées. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, des Forces armées de Côte d'Ivoire et de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe les populations du district d'Abidjan qu'il réalisera un exercice militaire dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory ce vendredi 22 septembre à partir de 8 h. L'exercice engagera des soldats des forces spéciales ivoiriennes et françaises et sera exécuté en présence de la hiérarchie militaire des forces armées de Côte d'Ivoire et du commandant des opérations spéciales de l'armée française. Au cours de son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. L'état-major général des armées invite les populations au calme et les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas perturber la circulation et les activités économiques. Fait à Abidjan le 20 septembre 2017, le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées. Rendons-nous en Turquie où se tient le Forum régional des villes intermédiaires, un cadre propice à des échanges d'expériences entre les élus locaux ivoiriens et leurs homologues du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Le but est de relancer le développement de leurs différentes collectivités classées villes intermédiaires. Mamadou Kouassi. Après Odiéné, début mai 2017, c'est la ville de Nevşehir en Turquie qui accueille le Forum régional des villes intermédiaires. Cette fois pour le compte des pays du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Une centaine d'élus locaux venus partager leur expérience en matière de développement local. À côté de ces différentes délégations, la Côte d'Ivoire, venue aussi s'inspirer des modèles de développement communautaire en Turquie et aussi dans la sous-région. La délégation ivoirienne est conduite par le maire de la ville d'Odiéné, Nassine Batouré. Par ailleurs, vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi. Et nous avons aussi vu l'urgence de trouver des solutions pour les villes intermédiaires à travers le monde, vu la démographie grandissante dans les métropoles. Quelles sont les méthodes qu'ils ont appliquées pour pouvoir avoir une décentralisation aussi avancée? Nous sommes venus négocier des accords cadres de coopération dans des domaines clés pour la majorité des villes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nevşehir. C'est pour les maires présents, mais à Istanbul, nous allons avoir une réunion avec l'association des villes et communes de la Turquie pour voir dans quel cadre nous pouvons travailler dans des domaines clés et concrets pour que nous puissions être des communes qui allons appuyer nos États à appliquer
les objectifs du développement durable. Ville intermédiaire, acteur clé de développement durable est le thème de ce forum régional. Les autorités turques et les responsables sous-régionaux d'élus locaux ont réaffirmé leur engagement à faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le maire de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, président de l'Union internationale des villes, salue l'engagement de ses pairs qui ont mis au cœur de leurs actions le bien-être de la population à travers la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Il faut rappeler qu'une ville intermédiaire est une ville dont la population est comprise entre 50 000 et 500 000 habitants. Place à la formation professionnelle, un géant mondial de l'agroalimentaire a offert un stage d'immersion à 15 diplômés de l'enseignement technique. Un stage de 6 mois qui a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pratiques après leur formation théorique. Mahama Traoré. Diplômés en automation, en maintenance, en mécanique et en électricité, ces étudiants sont désormais prêts à affronter le marché de l'emploi. Prêts avec un atout de taille, le savoir-faire acquis après 6 mois de stage d'immersion au centre de formation professionnelle d'un géant de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis capable de pouvoir faire une maintenance et aussi la mise en marche de ces machines-là. Au nombre de 15, ces diplômés ont des profils correspondant aux besoins des entreprises. Cet exemple d'appui à l'employabilité est le fruit du partenariat école-entreprise voulu par l'État à travers la réforme du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour éviter que notre dispositif de formation professionnelle forme des chômeurs, il faut aller vers des systèmes de formation en alternance en permettant aux jeunes d'avoir donc une partie de leur formation dans les écoles et une autre partie au sein des entreprises. C'est pour ça que nous saluons cette initiative qui donne un contenu donc à notre réforme, qui est de faire donc en sorte qu'il y ait un partenariat entre les écoles et les entreprises pour améliorer l'employabilité de nos jeunes à travers une formation donc pratique de qualité. En plus du partenariat école-entreprise, la réforme mise également sur l'insertion professionnelle et l'amélioration de l'offre de formation. À ce jour, le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle compte près de 100 000 apprenants. Dans l'actualité politique, les femmes du RDR saluent la nomination de femmes au poste clé du parti. Elles l'ont fait savoir aujourd'hui à travers une déclaration faite au siège du Rassemblement des Républicains. Gabriel Zani. Les femmes républicaines sont satisfaites des décisions issues du Congrès du Rassemblement des Républicains. Plus particulièrement des nominations d'Henriette Dagri Diabaté, de Candia Camara et d'Anne-Désiré Oloto au poste clé de décision du Rassemblement des Républicains. Dans une déclaration faite ce jeudi, les femmes républicaines témoignent leur reconnaissance à Alassane Ouattara, président d'honneur du parti. Constatant que le président Alassane Ouattara a réussi avec brio à respecter la parité dans la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante du parti, nous, femmes républicaines, félicitons chaleureusement le président de la République, président d'honneur de notre parti bien-aimé, le RDR, pour la nomination de ces personnalités féminines au poste clé de notre parti. Les femmes appellent la nouvelle équipe dirigeante à imiter la politique de la promotion des femmes au sein du RDR. Nous, femmes républicaines, évaluons toute la portée de ces engagements en faveur de la cause des femmes, si explicitement prise en compte dans la nouvelle Constitution de 2016. C'est pourquoi nous, militantes du RDR, encourageons les nouvelles autorités du parti à s'approprier ce principe de l'égalité entre les sexes et à le concrétiser à tous les niveaux du parti, du sommet jusqu'à la base. Henriette Dagri Diabaté, Candia Camara et Anne-Désiré Oloto ont été respectivement nommées présidente, secrétaire générale et secrétaire générale déléguée du RDR le 10 septembre au terme des assises du 3e congrès ordinaire du parti. Une décision qui a vu ces 3 femmes hissées au plus haut sommet du Rassemblement des Républicains. Autre chose, la nuit de la communication dotée du prix Ebony 2017, ce sera le 29 décembre prochain au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.
La 19e édition de cet événement a été lancée le 5 septembre dernier à la Maison de la Presse au Plateau. Le dernier délai des dépôts des candidatures est fixé au 27 octobre prochain. Marcel Alla Issaïou. Qui succédera à Bénédicte Bolou, Super Ebony 2016? Réponse le 29 décembre prochain à l'occasion de la 19e édition de la Nuit de la Communication. Cette année, en dehors des prix déjà existants, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, INJCI, a lancé la compétition avec des innovations. Il y a 2 nouveaux prix sectoriels qui ont été créés. C'est le prix qui récompense le journaliste qui aura lutté contre l'immigration clandestine. Et il y a un autre prix qui est décerné par l'Union des radios de proximité, qui est le prix de la radio Amis des enfants. L'UNJCI salue cette année le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les services ont proposé le prix du meilleur journaliste, dont les écrits favorisent la destination Côte d'Ivoire. Nous sommes reconnaissants au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a accepté cette année de parrainer la 19e édition du prix Ebony, ce prix d'excellence qui consacre les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. C'est pour nous le lieu de lui témoigner notre infinie gratitude. Le Super Ebony 2017 partira avec une voiture et un terrain d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Les productions de cette année concernent la période du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017. La réception des dossiers se fera du 6 au 27 octobre prochain. Le jury du prix Ebony sera présidé pour la 4e fois consécutive par Eugène Dié Kakou. Un mot de culture, celle du peuple Aké dans la région de la Mé au sud du pays, a été célébrée récemment. Le village d'Aoutoué, dans le département d'Alépé, a servi de cadre à ce festival. Durant plusieurs jours, danses, tenues et pratiques locales du peuple Aké ont été présentées. Franck Wadio. Le son des tambours de jeunes membres d'une même classe d'âge, un aperçu du Fotoué. Danse des générations, un pan de la culture Aké, peuple du sud ivoirien. Ici, en pays Aké du Sud, pour gérer une communauté, pour gérer la communauté, il faut être membre d'un groupe d'une génération donnée. Et c'est à l'intérieur de ce groupe-là qu'on choisit le chef de famille ou le chef de village. Après les hommes, la parade des femmes. Deuxième édition du Festaké, dans le village d'Aoutoué, dans le département d'Alépé. C'est un festival qu'on veut comme une plateforme, comme une lucarne pour présenter la culture Aké dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, nous présentons nos us et coutumes. Demain, ça sera un autre village Aké, mais je crois que c'est une bonne chose. Je suis très satisfait, très fier. Et un tableau des usages traditionnels. Tenez, l'art culinaire dominé par les fameux escargots et le biocosseux, et même les tenues ancestrales de pêcheurs, de quoi faire revenir au pays des enfants de la diaspora. S'imprégner de la tradition le temps d'un festival, les sous-groupes Kétin, Nindin, le Tchoyasso, les Nya ou le Lépin revisités. Tout cela donne bien des idées aux autorités. Nous devons nous pencher du côté d'un musée pour conserver véritablement notre culture. Parce qu'il y en a plein à montrer aux uns aux autres. Mais en attendant, composer avec le présent, Monet Bou, artiste peintre, ou encore Anouma Brouféliste, artiste musicien, et bien d'autres figures culturelles de la région célébrées en ouverture, le Festaké est à sa 2e édition. Chaque année, un village de la région aura la charge de faire tonner le tambour de la génération. Hors de nos frontières au Kenya, la Cour suprême a prononcé hier un verdict très dur à l'encontre de la commission électorale. Elle a détaillé les raisons de l'invalidation du scrutin du 8 août dernier en évoquant des révélations perturbantes, voire saisissantes. La veille, la police avait tiré des gaz lacrymogènes sur les partisans du président Uhuru Kenyatta qui manifestaient contre l'invalidation de sa réélection. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À très bientôt.